Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Plus de 65% des filles scolarisées n'achèvent pas le second cycle et seulement 17,6% arrivent au secondaire selon le ministère en charge de la promotion de l'enfant. Ces chiffres témoignent à suffisance le défi que constitue le maintien des filles à l'école. Plusieurs facteurs expliquent cette déscolarisation des filles, mariage précoce, grossesse non désirée entre autres. La situation s'améliore tout de même en certains endroits du pays grâce à une prise de conscience des communautés selon des témoignages. À la faveur de la Journée internationale des filles célébrée le 11 octobre 2022, le Grand Dialogue pose le débat sur la question comment gagner le pari de la scolarisation des filles au Mali. Nos invités sont au nombre de 3. Absetou So, chef de la section promotion de la scolarisation des filles à la Direction nationale de l'enseignement fondamental, Fatoumata Traoré, spécialiste en genre, et Amadou Samake, chargé de l'éducation au bureau de l'UNICEF à Bamako au Mali. Je suis Sekou Gadjigo pour modérer ce grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Merci, chers invités, d'avoir répondu à cette invitation favorablement. Tout d'abord, je voudrais poser cette question à Madame So. Quelle est la situation aujourd'hui de la scolarisation des filles? Bonsoir. La situation de la scolarisation des filles au Mali, on peut dire que c'est à un niveau moins vu la crise de 2012 jusqu'à nos jours. Donc, bien vrai qu'il y a eu une nette amélioration, mais quand même, la situation reste encore... On est un peu loin des objectifs à atteindre. Oui. On est un peu loin des objectifs à atteindre. Amadou Samake, vous êtes de l'UNICEF, vous êtes chargé de l'éducation au bureau de l'UNICEF au Mali. Globalement, quand on vous demande de brosser le tableau de la scolarisation des filles au Mali, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Merci M. Gadjigo et merci chers partenaires. En fait, la situation de la scolarisation des filles se présente sous plusieurs angles. Moi, je vais commencer par dire que le bilan il est positif avec beaucoup de nuances. D'abord, si je vais sur le côté politique, le Mali s'est muni de beaucoup d'outils pouvant favoriser la scolarisation des filles. Et je profite de l'occasion pour remercier l'État malien pour s'être doté d'une politique nationale de scolarisation des filles. Et étant donné que la scolarisation des filles est un terme multisectoriel, et cette politique implique et l'éducation et les autres composantes de la scolarisation des filles comme la WASH, la protection, la santé, gestion des menstrues et autres. Donc, grâce à l'appui des partenaires et au gouvernement malien, les ONG et les agences des Nations Unies comme l'UNICEF, des progrès ont été marqués. Si je regarde un peu la situation de la scolarisation des filles entre 2017 et 2022, nous avons quitté d'environ 70% pour une moyenne nationale à 77%. Ça, c'est des moyennes nationales. Bien vrai que cette moyenne nationale cache beaucoup de disparités. Et les disparités sont entre les régions, entre villes et campagnes, entre lieux de résidence, entre zones d'insécurité et zones sécurisées. Et aussi, il faut compter d'autres facteurs. Les facteurs sont des facteurs économiques, des facteurs socio-culturels. Nous avons des facteurs internes même au système éducatif qui agissent négativement sur la scolarisation des filles. Mais le bilan est positif grâce aux interventions des partenaires, grâce à l'implication de l'État. D'accord, un bilan positif, même s'il y a des nuances, comme vous le dites, Madame Traoré. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le Mali est en train d'enregistrer des avancées dans le cadre de la scolarisation des filles? Oui, bonsoir, Monsieur Gadjigo.
Nous pouvons dire que le Mali, en tout cas en termes d'évolution, en termes, on va dire, de scolarisation des filles, donc il y a certainement des évolutions parce que nous avons quand même des politiques qui sont en cours et ces politiques-là sont appliquées tant au niveau central qu'au niveau décentralisé. Donc ce qui fait que cette scolarisation des filles, qui est vraiment une politique qui date en tout cas depuis les années 60, parce qu'avec la scolarisation massive, le fait même d'encourager la scolarisation des enfants, donc on s'est muni de politiques, de stratégies. Et quand on prend tous les documents ou les stratégies ou les textes, on se rend compte que tout ce qui regarde l'éducation, on met l'emphase sur la scolarisation des filles. Donc je pense que mais aujourd'hui, nous avons dépassé ce stade. Nous sommes maintenant à la recherche du maintien des filles à l'école. Parce que la question du maintien des filles va aussi de pair avec cette notion d'avoir des femmes beaucoup plus instruites à long terme. Donc, je pense que l'évolution... Mais est-ce que le résultat est produit par les politiques en matière de scolarisation des filles est déjà satisfaisant? Bon, je pense que le résultat est mitigé. Le résultat est mitigé parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi le fait que même si la scolarisation, même s'il y a des politiques qui sont là, des stratégies qui sont là, donc il y a des obstacles d'ordre structurel, d'ordre culturel, souvent même d'ordre, on va dire, interne même au système éducatif qui ne marche pas pour l'ensemble des élèves et des étudiants. Donc, ils font que, malheureusement, ces résultats-là restent mitigés. D'accord. Vous avez parlé d'obstacles. Nous allons demander à Mme So, qui est la responsable de la section scolarisation des filles. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire un peu quels sont ces obstacles auxquels la scolarisation des filles fait face aujourd'hui? Bon, ces obstacles-là où le goulot d'étranglement se situe à différents niveaux. Au niveau communautaire, au niveau institutionnel, et même au niveau même des élèves. Donc, si nous prenons le niveau communautaire ou suite aux pesanteurs socio-culturels, il y a plusieurs facteurs qui bloquent ou qui freinent la scolarisation de ces filles-là. Et on peut citer, entre autres, la pauvreté des parents, parce que l'école n'est pas totalement gratuite. Il faut payer les fournitures, sans compter également au niveau du premier cycle. Si l'élève passe dans certaines localités, il n'y a pas de second cycle et il faut le transfert de ces enfants. Et le problème qui se pose à ce niveau, c'est le problème de tuteur, c'est-à-dire à qui confier l'enfant. Et même si on trouve des tuteurs, ces filles-là également sont confrontées aux problèmes à ces niveaux-là. Une fois, on a été dans une localité, pour chaque enfant, il faut payer 10 000 francs et 3 sacs. 2 sacs de riz et 1 sac de mil pour chaque enfant. Supposons une famille qui a 6 enfants. Vous voyez le poids. Donc, certains parents ne peuvent pas assurer. Il y a également les facteurs, comme l'a dit madame. Alors, qui doivent payer ce montant-là? Les parents. Les parents de la fille. Mais on a également, il y a des stratégies par certains partenaires qui prennent en charge certaines dépenses, mais pas totalement. Donc, ça pose problème vraiment. Il y a le problème de distance, il y a le problème de comment entretenir ces filles-là même. Parce que les filles, au fondamental, par exemple, elles ont des besoins d'habillement, pour être un peu coquette. Il y a tellement de problèmes, tellement de boulot d'étranglement que ces filles, au second cycle, c'est le maintien qui pose problème et la réussite. Sinon, au premier cycle, si les enfants sont à côté de leurs parents, alors elles peuvent étudier. D'où le problème
au niveau institutionnel, parce que le second cycle n'est pas dans toutes les localités. Les déplacements posent problème. Donc, je peux m'arrêter là. D'accord. Donc, vous avez parlé du système. Vous dites que l'école n'est pas gratuite. Il y a cela. Donc, cela pose la question du système éducatif même du pays. Monsieur Samaké, est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde le système éducatif, on peut dire ne garantit pas la scolarisation des filles? Il y a les contraintes sociales aussi dont vous avez parlé. Aujourd'hui, comment faire en sorte qu'on puisse dépasser tous ces obstacles-là aujourd'hui? Ok, ça nous conduit rapidement aux propositions de solutions, mais avant, j'aurais souhaité juste souligner quelques petits soucis qui sont juste des obstacles encore pour enrichir un peu l'intervention de ma collègue. Oui. En fait, sur les facteurs économiques, nous avons la pauvreté des parents, nous avons les coûts d'opportunité. Dans les zones rurales, en fait, l'enfant est comme une bête de somme, vous m'excuserez du terme, et l'enfant est utilisé pour aider aux dépenses de la famille. Donc, le parent, ayant pris goût à l'utilisation de l'enfant comme bête de somme, préfère envoyer l'enfant pour aider économiquement que de l'envoyer à l'école. Il y a le prix des kits scolaires. Le prix des kits scolaires n'est pas donné à tous les parents dans les zones rurales et même dans les zones urbaines, ce n'est pas donné, mais le problème est beaucoup plus accentué dans les zones rurales. Nous avons les pesanteurs socio-culturels, comme elle en a parlé. Ça, c'est des choses, on ne va plus brosser là-dessus. C'est connu de tous. Hein. Nous avons les facteurs géographiques. Nous avons des cycles non complets. Dans beaucoup de localités, dans beaucoup de villages, nous avons juste les niveaux 1 et 2 du fondamental. Rares sont les villages qui ont le cycle complet. Le fait que le cycle complet n'existe pas, ça pose un problème de sécurité pour la fille, la distance parcourue pour aller à l'école, l'insécurité sur la route, le chemin de l'école et d'autres aspects, confiage, c'est sûr. Donc, c'est des facteurs qu'il faut regarder de très près. Nous avons des facteurs internes au système, comme je l'avais évoqué. Nous avons les pédagogies utilisées par les enseignants. Alors moi, je voulais qu'on se focalise d'abord sur la scolarisation, même l'inscription des filles à l'école. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont réticents à inscrire leurs filles à l'école avant d'arriver au maintien de la fille à l'école? Je vous rassure d'une chose, la politique que l'État a mis en place permet à tous les enfants d'avoir accès à l'école. À l'inscription à l'école, on a 50% environ, 50-50 filles et garçons. Le problème commence à partir de la 4e année, quand les filles commencent leur période d'adolescence. Donc, les besoins changent. Quand on regarde le profil de scolarisation, il est à 50, l'indice de parité est à 50 jusqu'en 4e année. Entre la 4e et la 6e année, l'indice de parité commence à chuter au défaveur de la fille. De la 6e année jusqu'à la 9e année, nous avons une chute de cette scolarisation des filles. Et cela est dû à des facteurs. Donc le problème d'entrée, il n'y a pas de problème d'entrée, presque pas de problème d'entrée. Mais le maintien, c'est le maintien à partir de la 4e année, 4 ans après leur entrée et jusqu'au second. Si on a, par exemple, à l'entrée 2 800 000 enfants et 50% de filles, à partir de la 4e année, on a environ 80% qui se sont maintenus. 53% de garçons, 47% de filles. En 9e année, ce pourcentage chute de façon globale à 37-36%, dont 39 à 40% seulement pour les filles. Donc, on a un problème de maintien des filles à partir du profil de scolarisation. Alors, Mme Traoré, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la politique ou bien les politiques que l'État a adoptées en matière de scolarisation des filles s'adaptent aujourd'hui à la réalité du pays? Puisqu'on parvient, si on arrive jusqu'à 50% par rapport à l'inscription, la scolarisation, mais on ne parvient pas à suivre ces filles-là pour qu'elles puissent continuer le cursus. Au niveau du secondaire, on voit qu'il y a une dégringolade du taux de pourcentage de réussite. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les politiques-là sont adaptées au contexte actuel? Bon, je pense que les politiques sont adaptées et
ma perception par rapport au fait que nous avons 50% de filles, je pense qu'il y a un aspect qu'on ne doit pas perdre de vue, c'est le fait qu'il y a quand même une disparité selon les zones, selon les régions. C'est-à-dire que, par exemple, si on peut observer 50% de filles, 50% de garçons à Bamako, ce n'est pas la même chose, par exemple, dans un petit village. Parce que nous, souvent, nous menons des études sur ces questions-là. On se rend compte que les familles, quand il s'agit d'envoyer les filles à l'école, sont beaucoup plus tentées d'envoyer les garçons parce que ça présente moins de risques pour les garçons d'aller à l'école compte tenu de tout ce qui a été évoqué par M. Samaké et Mme So. Donc, ils préfèrent quand même envoyer les garçons. Ça, c'est une première raison. Une deuxième raison, c'est parce qu'on estime que la fille, on préfère la garder pour la préparer au mariage plutôt que de l'envoyer à l'école. Et les questions de coût également rentrent en ligne de compte. Donc, je pense que les politiques sont en phase, mais je pense également que nous devons mener beaucoup plus d'actions au niveau local parce que c'est là-bas que tout se joue. Donc, en réalité, cette question de scolarisation des filles également est confrontée à d'autres situations, d'autres situations liées, par exemple, au harcèlement sexuel dans les écoles, les viols, les grossesses non désirées. Et on a également les mariages précoces. On peut avoir une fille très intelligente, brillante. En 6e année, déjà, les parents décident de la marier. Donc, il y a des cas comme ça qui font chuter justement ce taux-là. Donc, déjà, pour envoyer, c'est un problème, mais quand elles sont là également, il y a beaucoup d'autres problèmes. On peut également parler aussi de la question de la fermeture des écoles due à la crise, parce que quand on est en période de conflit, il est beaucoup plus facile pour les parents d'envoyer des garçons à l'école plutôt. Ça, c'est la mentalité même. On préfère envoyer les garçons parce qu'on estime que les garçons sont beaucoup plus aguerris que les filles. Et tout ce qu'il avait évoqué aussi comme risque de rapt et autres, lié à la distance qui sépare les écoles du village ou de la ville, font qu'on porte beaucoup plus le choix sur les garçons. D'accord. Madame So, est-ce que vous êtes d'accord que la situation sécuritaire a joué à la défaveur des filles concernant la scolarisation? Énormément. Parce que je n'ai pas les chiffres exacts, mais vous allez voir que, en tout cas, plus on avance vers le centre et le nord, plusieurs classes sont fermées. Certains enfants sont à la maison, d'où une déscolarisation très accentuée. Mais est-ce que vous êtes d'accord que les filles sont beaucoup plus concernées, impactées par ça que les garçons? Oui, parce que s'il y a la crise, les filles et les femmes sont d'abord les premières victimes. Elles sont victimes de violences basées sur le genre, victimes de déscolarisation. Parce que, vu l'insécurité, elles ne peuvent pas aller d'une localité à une autre. Donc, elles sont les premières à être frappées par la crise, plus que les garçons. Oui. D'accord, on a parlé de disparité entre régions. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des régions, bien avant la situation sécuritaire difficile, est-ce que bien avant cela, il y avait des régions qui étaient un peu en retard par rapport à la scolarisation des filles comparativement à d'autres? Si on peut en savoir, quelles sont ces régions? Bien sûr, la disparité a toujours existé. Dans certaines régions où il y a certaines ethnies, principalement les Peuls, les Sarakolés, et même certains... je prends l'exemple sur ces deux ethnies-là. Elles sont très réticentes pour la scolarisation des filles. Et dans les régions où ces ethnies-là sont en nombre, donc forcément, vous allez voir qu'il y a l'impact négatif de la scolarisation des filles. Et ça continue.
D'accord. Alors nous avons posé la question à quelques Maliens un peu partout dans le pays qui donnent leur avis concernant les raisons de cette réticence, comme vous l'avez dit, de certains à inscrire leurs filles à l'école. Nous allons essayer d'écouter, si l'élément est prêt, d'écouter ces réactions-là. D'accord. Ça fait peur. Une fille qui va à l'école, on pense que elle ne sera plus contrôlée par ses parents. Nous, parents d'élèves, nous pensons que les filles dehors, elles apprennent beaucoup de choses qui ne collent pas avec notre coutume et nos us. Quand les filles, lorsqu'elles ont les 14 ans, 15 ans, là, déjà, elles ont une autre ambition. Les habillements, les musiques, là, elles ne vont pas fréquemment à l'école. C'est surtout leur mariage précoce. Et encore, les filles aussi, quand ils trouvent des enfants seulement, il y a des filles qui ne veulent plus partir à l'école. Précisément dans la ville de Bangra, nous tentons de donner ces filles à autre activité. Il y a les activités de la maman qui charge cette fille à vendre des petites choses à côté. On pense que ce petit revenu va faire son avenir. 2, on pense que la petite fille doit garder son petit frère à la maison. 3, on pense que cette petite fille, malgré qu'elle est en bonne santé, malgré qu'elle est intelligente, doit aider que sa maman. Alors, Monsieur Samaké, c'est quelques raisons que vous avez même abordées. Mais est-ce qu'avec tout ça, on peut dire que les mentalités sont en train de changer par rapport à l'éducation des filles? Est-ce qu'il y a eu un changement de mentalité? Et la question, elle est pertinente. Moi, je dirais que les mentalités ont beaucoup changé et la situation, elle était beaucoup plus grave avant et elle évolue de façon positive. Et un indicateur d'évolution, ça, c'est les taux de scolarisation des années de 10 ans avant et les taux de scolarisation actuellement. Et en plus, la référence, c'est l'indice de parité. L'indice de parité est aujourd'hui à une moyenne d'environ 9. Ça, c'est une moyenne qui peut être comparée à la moyenne sous-régionale et africaine. Ça, c'est déjà un premier élément. Le deuxième élément est qu'il y a beaucoup de solutions. Nous, en tant qu'UNICEF, plus d'autres partenaires, nous appuyons l'État dans la mise en œuvre de sa politique. Et cette politique est aller vers les communautés, échanger avec elles et comprendre leurs besoins et leur mettre à disposition la forme d'éducation qu'elles souhaitent avoir pour leurs enfants. Et parmi ces propositions que nous avons l'habitude, que nous mettons à disposition de ces parents. Et nous pouvons noter, par exemple, avec la fermeture des écoles actuellement, nous avons plus de 1700 écoles fermées. Et donc, nous sommes en train de digitaliser les contenus pédagogiques et les mettre sur les supports pour les mettre à la disposition des enfants, ce qui permet aux filles et aux garçons d'avoir accès au contenu pédagogique de façon équitable. Mais est-ce que toutes les filles, quand on regarde certaines contrées reculées, est-ce qu'elles pourront être en mesure d'avoir ces contenus? Si, c'est pourquoi nous utilisons d'ailleurs les radios de proximité, la diffusion des programmes d'enseignement sur les chaînes de proximité, comme même les chaînes de Sidio Tamani, nous appuyons et un programme de ce genre et depuis le début de la crise à maintenant. Et donc, il n'y a pas que cela. Nous avons des alternatives, d'autres alternatives éducatives comme l'ouverture des centres d'apprentissage communautaire. Nous avons des centres de stratégie de scolarisation accélérée dont 50% des enfants hors école sont des filles. En plus de ces stratégies, nous aidons les communautés à travers les CGS, les associations de mères d'élèves, à comprendre qu'est-ce que c'est que la scolarisation des filles, l'importance de la scolarisation des filles sur le développement local. Donc, à travers les messages de sensibilisation et à travers nos les ONG qui vont vers les communautés, comprendre leurs besoins, passer le message et je pense que beaucoup de communautés commencent à changer. Mais le grand problème aujourd'hui est comment adresser le problème de la fille adolescente à travers les infrastructures, l'accès aux toilettes en période de menstrues, par exemple, vous allez m'excuser du terme, et la gestion des menstrues. Nous avons l'habitude et nous continuons à distribuer, par exemple, des kits de dignité aux filles. Nous avons l'habitude de distribuer des bourses aux mamans pour appuyer un peu économiquement les mamans à laisser les enfants, les filles aller à l'école, par exemple, encourager les familles à laisser les filles se présenter à l'école, à suivre leur cursus, à s'aider à suivre
la fréquentation scolaire des filles et d'autres alternatives, beaucoup d'autres alternatives. À créer par exemple des clubs, des clubs mixtes de filles et de garçons au sein des écoles. Et ces clubs, les leaders sont formés et ce sont ces leaders qui, de bouche à oreille, à l'interne, à travers la péréducation, essayer de s'informer autour des thématiques comme l'importance de la scolarisation des filles, l'importance de l'accès des filles aux filières scientifiques, par exemple, la gestion des menstrues, comment une fille peut être en mesure d'assurer le leadership dans un groupe, par exemple. Il y a plein de thématiques que l'UNICEF appuie pour la scolarisation des filles. Le dernier, qui est un peu structurel et organisationnel, c'est la création des centres, des cadres de concertation multisectoriels au niveau le plus local, avec une représentation jusqu'au niveau national, pour juste suivre la mise en œuvre de la politique de l'État. D'accord. L'UNICEF fait beaucoup, mais Madame Traoré, aujourd'hui on a parlé des facteurs qui expliquent cet abandon précoce de certaines filles, cette déscolarisation de certaines filles. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être fait pour mettre fin à ces facteurs quand on parle aujourd'hui de harcèlement en milieu scolaire, quand on parle aujourd'hui de mariage précoce, grossesse non désirée? Est-ce qu'aujourd'hui l'État a une politique qui permet de mettre fin à tous ces facteurs-là? Bon, moi ce que je peux dire dans ce sens, c'est que les politiques à ce niveau ne sont pas tellement en phase avec la situation réelle que vivent les filles à l'école. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, nous sommes confrontés à quoi? C'est-à-dire que si on prend uniquement la question des violences basées sur le genre, c'est une situation qui n'a jamais été abordée comme il le fallait dans les écoles. Ça reste toujours un sujet tabou. Et vous avez vu que, et peut-être plusieurs filles peuvent en témoigner, il est difficile pour une fille malienne de commencer son cursus jusqu'à la fin de ses études si elle n'a pas un cas de harcèlement, un cas de viol ou un cas de grossesse non désirée et autre chose, mariage précoce. C'est rare qu'elle ne soit pas victime d'une violence basée sur le genre. Bon, aujourd'hui, les politiques que nous avons, ça vise beaucoup plus à en tout cas, faire gonfler les chiffres en matière de scolarisation. Dire, par exemple, qu'on a atteint parité 50-50. Certains vont jusqu'à dire 60-40, ainsi de suite, pour les filles. Et ensuite, on se contente aussi du fait qu'on a beaucoup plus de filles qui deviennent premières nationales. Et puis on se dit, voilà, c'est ça, il y a une bonne politique. Je pense que ça cache quelque chose de plus profond. Mais est-ce que l'État ne peut pas faire quelque chose? L'État doit faire quelque chose. Par exemple, l'UNICEF est en train de faire un travail, mais c'est un travail d'accompagnement du gouvernement. Mais l'UNICEF ne peut pas remplacer l'État. Donc ça reste des actions ponctuelles qui devraient normalement être utilisés comme des exemples de bonnes pratiques. Quand ça réussit quelque part, c'est des cas qui doivent être pratiquement utilisés dans la politique nationale pour faire en sorte qu'il y ait des femmes ou des filles, des femmes ou des parents qui acceptent d'envoyer leurs enfants à l'école, particulièrement les filles, mais en même temps permettre à ce que ces filles-là se sentent en sécurité à l'école. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Les parents, souvent, n'envoient pas leurs enfants à l'école parce qu'on estime qu'en envoyant une fille à l'école, elle peut être justement victime de ces violences basées sur le genre. Ça fait partie. Sans compter le fait que dans notre société, on estime qu'on doit mieux préparer la fille au mariage plutôt que de la préparer pour occuper un poste. C'est-à-dire, en termes de valorisation de la fille, on estime que la place d'une fille, c'est au foyer et non pas sur la place publique. Donc, il y a cette mentalité qui est ancrée. Donc, aujourd'hui, si le gouvernement doit mener une politique, on doit inclure cette situation. C'est-à-dire que le fait que nous avons déjà une politique nationale genre ne suffit pas. Le fait qu'on a une politique de scolarisation ne suffit pas. Il faut aller plus loin pour justement inverser les tendances en matière de mentalité qui prévaut par rapport à comment est-ce qu'on perçoit une fille qui va à l'école. Deuxièmement, essayer de dupliquer des bons exemples de réussite
Par rapport à la scolarisation des filles, donc les exemples qu'il a donnés, il y a certainement des exemples qui peuvent être mis à échelle au Mali et qui permettront éventuellement de faire une sensibilisation de masse sans que ce soit cantonné dans une localité, dans un village, dans une région. Autre chose, c'est vraiment bannir en quelque sorte l'impunité par rapport aux violences basées sur le genre. L'école malienne souffre d'impunité en matière de violences basées sur le genre. Une fille qui est en état de grossesse, qui perd, par exemple, qui n'arrive plus à continuer ses études, il y a aucune mesure d'accompagnement pour soulager sa souffrance et ça la suit toute sa vie. Bon, je vais m'arrêter là, parce que là, il y a beaucoup de choses à dire sur ces questions-là. Madame Sow, elle a dit l'impunité en matière de violence basée sur le genre, en milieu scolaire surtout. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est réel? Il y a de l'impunité. Sinon, est-ce que vous faites quelque chose pour combattre ces pratiques-là qu'on vient de citer? Moi, d'abord, pour compléter ce qu'elle a dit, il y a un document de politique nationale au niveau de la scolarisation des filles. Et l'État est en perpétuelle recherche d'initiatives pour améliorer la scolarisation des filles. Et à partir de cette recherche perpétuelle, l'État est accompagné par plusieurs partenaires. L'UNICEF, qui est en face de nous, c'est un partenaire primordial. Et on peut citer entre autres le projet COICA, projet DEFI, Imagine, GLU, WinRock et projet scolarisation des filles. Il y en a tellement. Mais est-ce que l'État sévit contre ceux qui se rendraient coupables de ces pratiques-là, harceler une fille en milieu scolaire? Chaque projet a ses stratégies. Chaque projet accompagne l'État. Concernant les violences basées sur le genre, dire qu'il n'y a pas impunité, peut-être, on peut dire cela, mais il y a un règlement intérieur. Ce règlement intérieur, en tout cas, c'est au sein de la communauté même que ces violences-là sont constituées comme un tabou, par exemple le viol. Et généralement, ce sont les parents, la communauté même qui demandent de traiter cela à l'amiable. Sinon, si c'est connu, si c'est au sein de l'école, en tout cas, si les parents ou l'enfant portent plainte, il y a des textes pour ça. On ne blâme pas pour ça. D'accord. Monsieur Samake, est-ce que vous êtes d'accord que la politique menée par l'État pour combattre ces pratiques quand même au niveau de l'école est assez efficace? Bon, efficace ou pas, et ça, je ne vais pas porter de jugement là-dessus, mais je sais que l'État, appuyé par les partenaires, a mis en place des dispositifs pour contrer les violences basées sur le genre. Quels sont ces dispositifs? Les dispositifs, c'est de mettre en place au sein des établissements des dispositifs de plainte anonyme, des numéros verts, des numéros de commissariat. Dans les commissariats, je rappelle que sous le contrôle de Mme Samake, je rappelle que dans les commissariats, nous avons dans chaque commissariat un bureau VGB, dans lequel bureau tout enfant agressé peut aller se plaindre. Mais en plus, en dehors de tout ce dispositif, nous avons des centres d'écoute qui sont créés, qui travaillent régulièrement avec les écoles. Donc c'est pour former les filles et à se protéger contre d'éventuelles violences basées sur le genre. Au cas où une fille serait victime de violences basées sur le genre, et les dispositions sont prises pour d'abord dénoncer Qui va dénoncer? La fille ou la personne point focal. La fille, est-ce que c'est... Il y a une personne point focal. La fille peut ne pas aller dénoncer, mais il y a une personne point focal à qui la fille
peut s'exprimer et la personne point focal dans son rôle peut aller dénoncer. Au sein de l'école même, nous avons des dispositions normalement pour adresser les violences à travers le règlement intérieur et d'autres textes qui ne sont pas officiellement validés. Mais en réalité, c'est quoi? Le problème, c'est quoi? C'est que nous avons les textes et l'application des textes. Pour les écoles qui sont encadrées par les ONG, les projets et par exemple les agences comme les Nations Unies, comme l'UNICEF par exemple. Donc dans ces écoles, en cas de violence, directement, les problèmes sont adressés et les plaintes sont faites. Est-ce que ces stratégies-là portent fruit aujourd'hui? Est-ce que vous avez des retours qu'avec ces stratégies-là, aujourd'hui, il y a de moins en moins de cas de violence basée sur le genre? Dans les rapports de l'UNICEF, la section protection a fait beaucoup de progrès. Nous avons des rapports des cas adressés qui ont été suivis jusqu'au bout et les personnes ont été prises et coffrées en prison à cause de la violence basée sur le genre. Ce sont des cas et ça ne couvre pas l'intégralité des problèmes que nous vivons et nous partons step par step pour adresser entièrement le problème. Le problème existe, mais les solutions sont en cours. On ne peut pas adresser le problème dans son intégralité et en si peu de temps. C'est une question de changement, de mentalité au niveau de la communauté, dans les zones les plus rurales par exemple. Nous avons des communautés qui n'aiment même pas entendre parler de violences sexuelles au sein de sa communauté. C'est un tabou. Donc il faut enlever ce tabou. Il faut trouver les stratégies nécessaires pour adresser toute forme de violence, pour qu'enfin nos filles puissent aller à l'école tranquillement et qu'elles soient protégées. C'est le mandat de l'UNICEF et nous sommes en train de nous battre depuis plusieurs années pour adresser cette question. D'accord. La déscolarisation des filles, vous l'avez dit, au niveau, à partir du primaire, le taux est vraiment important. Aujourd'hui, quelles peuvent être les conséquences de cette déscolarisation des filles pour le pays? Oui, la déscolarisation des filles a des conséquences assez graves pour le développement économique et social d'un pays. Vous savez que la famille tourne autour de la jeune fille. La jeune fille est le pilier de la famille. Et si la jeune fille arrive à lire et à écrire, à comprendre et à avoir des orientations dans la vie, elle peut aider, accompagner son enfant à comprendre ces mêmes orientations et elle peut bien gérer sa famille. Et c'est que si une famille est bien gérée, vous conviendrez avec moi que c'est la communauté qui est bien gérée et c'est le pays qui est bien géré. Donc la scolarisation des filles est un outil de développement et un outil indispensable de développement, d'où le mandat même de l'UNICEF pour accompagner le gouvernement du Mali et tous les gouvernements à travers le monde à vraiment faire de l'autonomisation de la femme et de la fille une priorité. D'accord. Madame Traoré, cette déscolarisation des filles pose aussi le problème de la promotion du genre au Mali. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que la politique genre adoptée par le pays est assez efficace? Bon, cette politique est une bonne politique. Il faut vraiment signaler ça au passage. Mais je pense que cette politique souffre également de mise en œuvre. Et cela nous ramène encore à la question d'application des textes au Mali. Et je pense que la question d'application des textes au Mali, ça ne concerne pas que la scolarisation des filles. C'est pratiquement sur tous les plans. Mais nous allons quand même nous référer à la thématique d'aujourd'hui. C'est que la politique nationale genre donne des orientations claires par rapport à tous les aspects de la vie. Tous les secteurs sont concernés et comment y parvenir. Donc, je pense que le problème n'est pas la politique. Le problème, c'est l'application de cette politique ainsi que de toutes les stratégies, ainsi que même des lois qui ont été quand même adoptées par rapport à la scolarisation, par rapport à l'éducation en général. Donc je pense que tout se joue à ces niveaux également.
Mais qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui pour dépasser ces difficultés-là, les facteurs qui engendrent cette déscolarisation des filles, puisqu'on l'a dit, dans certaines communautés, ce n'est pas facile de combattre certaines pratiques, on ne peut même pas en parler. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être fait? Moi, je pense que aujourd'hui, dans le système éducatif, il faut que nous ayons une approche holistique de la gestion de la scolarisation ou du maintien des filles à l'école. Il ne faut pas qu'on pense que nous devons mener cette politique, mais que quand nous avons un financement, nous menons la politique. Si on n'en a pas, on ne fait rien. Je pense qu'il faut une volonté politique affichée. On me dira certainement que c'est affiché parce qu'il y a quand même des politiques, il y a des stratégies, mais je me dis une stratégie qui ne s'accompagne pas d'actions concrètes n'ira nulle part. Donc il faut des actions concrètes, il faut une approche holistique. Parce que pour maintenir les filles à l'école, qu'est-ce qui se passe? C'est que d'abord, c'est une question qui doit être traitée dès le premier cycle. Parce que vous-même, vous avez donné des chiffres, vous avez dit qu'à partir du second cycle, le taux chute. Alors ça veut dire que dans tous les premiers cycles du Mali, il devait y avoir l'application des lois, des règlements, de tout ce qui s'ensuit pour que de telles situations ne se reproduisent pas, c'est-à-dire les obstacles liés à ça. Cela va de la sensibilisation de la population, du fait que de donner quand même des opportunités aux familles de laisser leurs enfants aller à l'école, jusqu'à donner des primes d'encouragement aux filles qui sont à l'école, jusqu'à aller même à mettre en place des protocoles au niveau des écoles pour qu'il n'y ait pas, par exemple, certains vices qui entachent vraiment cette scolarisation des filles, tels que le viol, tels que le harcèlement sexuel. Parce que le harcèlement sexuel, on en parle, mais aujourd'hui, j'ai même eu des échos où, par exemple, ce n'est pas les filles seulement qui sont harcelées. Il y a même des enseignants qui sont harcelés. Alors, finalement, on arrive à quoi? Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une réelle politique qui s'applique et qui prend réellement en charge ces questions-là. C'est fait de façon ponctuelle, c'est fait selon que nous ayons des financements ou pas, c'est fait pour peut-être produire des rapports pour dire qu'effectivement le Mali a avancé, mais cela ne résout pas la situation globale des filles du Mali. Alors vous disiez des enseignants harcelés, enseignantes ou enseignants, et par qui? Par des étudiantes, ou bien par des élèves, parce qu'il y a des filles par exemple qui peut-être n'aiment pas étudier, qui savent que voilà, il y a des enseignants qui sont là, qui si jamais elles sont sollicitées, elles peuvent avoir plus de notes. Ça arrive. Pendant que nous, en tant qu'experts, nous mettons beaucoup plus le poids sur le fait que les filles sont harcelées sexuellement et ça les empêche. Il y a beaucoup de cas, c'est-à-dire en termes de proportion, ces cas-là sont beaucoup plus fréquents en termes numériques. Mais il y a aussi le cas inverse. Alors si on en arrive là, ça veut dire tout simplement que les lois ne sont pas appliquées. On a parlé des directives. On a parlé aussi du fait qu'il y a une boîte où on peut mettre mettre les plaintes et tout, et qu'il y a des numéros verts. Mais je vous rappelle une chose, ces numéros verts sont presque méconnus d'une majorité de filles. Ça, il faut le dire. Deuxièmement, nous sommes dans une société où une fille qui va s'afficher publiquement pour dire que j'ai été harcelée, violée, c'est cette fille-là, cette victime-là, qui est considérée comme la personne qui a cherché même à être violée ou qui a cherché. Donc, c'est-à-dire que le regard de la société sur la fille fait que cette fille-là n'ose même pas porter plainte. D'accord. Alors, voilà. Madame Sow, d'après vos explications, tout ce qu'on a dit ici, le pari de la scolarisation des filles est en passe d'être gagné. Mais maintenant, comment faire pour relever le défi du maintien des filles à l'école? Donc, pour relever le défi, il faut d'abord voir les différents niveaux. Au niveau accès, niveau maintien et niveau réussite. Niveau accès, on peut dire qu'il n'y a pas de problème. Mais maintenant, niveau maintien, le problème se pose à ce niveau. C'est à ce niveau que le problème se pose. Comme on l'a dit, mon collègue,
plus la fille avance en âge, à l'âge de la puberté, les besoins sont là, elle est tentée et les moyens des parents sont souvent limités. Donc là, qu'est-ce qu'il faut pour relever ces défis-là? Je pense que le gouvernement et ses partenaires sont en train de travailler. Bien vrai que peut-être que madame ne voit pas tellement ces résultats-là, mais à reconnaître que l'État est en train de faire beaucoup. Il y a eu beaucoup d'avancées dans ce sens-là, du point de vue sensibilisation, du point de vue stratégie mise en place. On est même là à revoir, à réviser. On a un projet de révision de la politique de la scolarisation des filles pour prendre en compte certains... Nous n'avons plus que 30 secondes. Nous allons donner ces 30 secondes à M. Samaké pour qu'il nous donne peut-être ses conseils ou bien comment faire aujourd'hui pour relever le défi du maintien des filles. Ok, pour relever rapidement le défi du maintien des filles, il faut adapter le système scolaire aux besoins des communautés. Il faut impliquer les communautés dans leur propre développement, mettre en place des dispositifs de suivi, de protection et de protection de lutte contre les violences basées sur le genre et faciliter l'accès à l'école aux filles. Aussi, il y a un aspect très important, la question de la redevabilité et de la durabilité de nos actions. Il ne s'agit pas de poser des actes et de laisser comme ça abandonner les populations à leur sol. Il faut que chacun soit redevable de ses actions et chacun comprenne ses rôles et responsabilités pour avancer. D'où tout cet investissement de l'UNICEF auprès du gouvernement malien. Et nous sommes toujours prêts à accompagner le gouvernement malien dans cette dynamique conformément au mandat de l'UNICEF. D'accord, cela est bien compris. C'est ce qui met fin à ce grand dialogue qui parlait aujourd'hui de la scolarisation des filles, comment faire pour gagner ce pari. Merci à nos invités, Amadou Samaké de l'UNICEF, Fatoumata Traoré, experte genre, et Absa Tousso, chef de la section promotion de la scolarisation des filles à la Direction nationale de l'enseignement fondamental. Sekou Gadjigo a présenté ce débat mis en onde par Salim Diouara à la régie vidéo. Il y avait Mamadou Ouattara. Merci et à demain.